Merci beaucoup. Effectivement, deux vies professionnelles. Le club Méditerranée, géo du club, chef de village du club, directeur du club, président du club et viré du club, ce qui me donne tout à fait la possibilité de venir ici pérorer et vous donner un petit peu les leçons sur le tourisme. Et puis après, l'aventure du Mama. Le club, c'est une aventure extraordinaire, née en 1950 dans l'imagination de deux hommes, Gilbert Trégano et Gérard Blitz. La guerre vient de se terminer. On a vécu, nous avons vécu des souffrances. J'ai eu la chance de naître après et de vivre dans une situation très inconfortable. Et donc, dans l'idée de Gilbert et de Gérard, c'est il faut réapprendre à vivre. Il faut réapprendre à vivre, il faut réapprendre à faire la fête. Et donc, ils créent une association à but non lucratif avec un premier village au Baléares à Alcúdia. Et avec le pari insensé de dire à des gens, vous allez venir à Alcúdia au Baléares, passer 3 semaines, vous allez payer avant votre séjour, ce qui à l'époque était tout à fait révolutionnaire. Ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient pas où ils allaient dormir, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Ils allaient dormir dans des tentes Trigano qui étaient pourries complètement et qui prenaient la flotte. Ils bouffaient une bouffe qui était à la limite du correct. Mais ils ont fait la fête pendant 2 semaines, 3 semaines. Et à la fin de cette première saison, les clients ont dit, on les avait déjà appelés les GM, on a envie de continuer. Et donc l'histoire a continué avec un club méditerranéen qui n'a jamais cessé d'innover. Par rapport un peu au thème de ce qui est donné aujourd'hui, la raison d'être du club, ça a été de tenter des paris en permanence. Des paris sur le concept, ce forfait ce système du tout compris, encore une fois, qui était une première. Le club a inventé le concept du buffet, la table de 8. Le club avait même à son époque sa propre monnaie avec des colliers barres qui faisaient qu'on pouvait dépenser beaucoup d'argent sans s'en apercevoir, sinon juste à la fin, quand il fallait passer à la caisse et payer le montant des colliers barres qu'on avait accumulés et dépensés. Et le club, comme ça, a commencé sur une petite aventure franco-belge. Et puis le club s'est dit, si on plaît aux Français et aux Belges, on peut aussi plaire à des gens d'autres nationalités. Et le club a commencé à plaire à des Italiens, à des Allemands, en apprenant en fait 2 choses. On n'a pas fait d'études de marketing, mais on a appris 2 choses. C'est que pour satisfaire et séduire des clientèles étrangères, il y avait 2 points importants. Un, il fallait que les géos parlent leur langue. Et donc le français est une langue formidable, mais pour un Allemand, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il fallait à côté de ça que dans chaque coin du buffet, et Dieu sait si le club a innové en termes de buffet, il y ait quelque part la cuisine de ma mère. C'est-à-dire que si je suis italien, je veux bien essayer votre couscous ou votre bœuf bourguignon ou ce que vous voulez, garantissez-moi qu'il y a des pâtes quelque part. Et s'il n'y a pas de pâtes, les femmes, les GM italiennes, prenaient d'assaut la cuisine et faisaient elles-mêmes la cuisine pour être sûr qu'il y ait des pâtes le soir au dîner. Et donc avec cette espèce d'accumulation de talent, de gentillesse, de culture, le club s'est développé, le club s'est implanté un peu partout. Et en 97, quand on l'a quitté, il y avait 150 implantations, plus de 1 500 000 clients par an, 25 000 géos qui y travaillaient. Et c'était, et je crois que c'est d'ailleurs encore aujourd'hui, la seule marque mondiale dans le monde des vacances. Il y a beaucoup de marques, elles sont souvent des marques nationales. Une marque est connue partout dans le monde, quitte à ce que dans certains cas, aux États-Unis, Club Med, les gens pensaient que c'était un club médical. Mais en dehors de ce petit point, le club a été pratiquement un peu connu dans le monde, avec des films dont on a pu rire ou s'énerver. Mon père, ça l'a beaucoup contrarié. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'était le vrai club, le club des bronzés. Il y avait beaucoup de vérité là-dedans, il faut dire les choses comme elles sont. Le club était à la fois un lieu de rencontre, un lieu de fête, un lieu d'amour. C'était peut-être la première agence matrimoniale du monde. Les mauvaises langues disaient aussi que c'était la première agence de divorce du monde, parce qu'il y avait tellement de tentations que parfois on vivait d'autres aventures que celles qui étaient prévues dans le code du mariage. Mais voilà, c'était comme ça. Et le club a tenté des choses, et le club a innové, avec une leçon que j'ai apprise de mon père, c'est qu'il faut toujours être en avance sur les autres. Être suiveur, quelle tristesse. Être en avance, mais pas trop en avance. Son idée, c'était il faut qu'on ait un quart d'heure d'avance. À une époque, dans les années 60, Gilbert a voulu lancer les croisières. Il a affrété un bateau qu'il a mis en Méditerranée, et ça a été un flop complet, parce que les gens n'étaient pas prêts à faire ce genre de croisière qui est devenu aujourd'hui un formidable outil de développement touristique. On était un peu trop en avance. Et donc l'idée, c'est on prend un peu d'avance, mais pas trop. Et le club a essayé d'évoluer avec son temps, évoluer en termes de territoire. Il s'est implanté un peu partout dans le monde avec une certaine réussite.
Au début, les GM du club étaient des célibataires, et puis naturellement, ils ont fait des enfants, et naturellement, le club s'est dit, ben, on va les suivre. Et donc, on a créé les mini-clubs, les baby-clubs, et on commençait au moment de notre départ à travailler sur des concepts de village du club pour les retraités et le troisième âge. Et donc, le club a essayé d'évoluer, et cette belle histoire d'amour, comme tu viens de le dire, s'est arrêtée. Comme les belles histoires d'amour, elle s'arrête brutalement en 97, sur effectivement un désaccord avec un actionnaire du club. Et pour moi, la vie s'arrête. C'était pas seulement une vie professionnelle, c'était vraiment ma vie. Moi, je suis né en 46, le club est né en 50, et donc toute ma jeunesse, c'était Gilbert qui revenait de certains endroits du monde et qui nous racontait comment il avait séduit le roi du Maroc, le comité central du Parti communiste de tel pays d'implanter un club en Bulgarie ou en Roumanie, et avec plein de souvenirs. Et donc, c'était notre vie. Donc, quand un jour, un administrateur vous dit ben, « Mon pote, c'est terminé, tu circules, il n'y a rien à voir et t'es pas un bon », c'est un petit peu difficile, un peu douloureux, c'est la vie. J'ai appris avec le temps qu'effectivement, c'est les actionnaires qui dirigent et pas les fondateurs. Et donc, la page se tourne. Et puis, j'ai la chance d'avoir deux fils formidables, une épouse extraordinaire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Première tentation, on refait un village du club. On va le faire encore mieux. On va leur montrer qu'ils se sont trompés et qu'on est des champions du monde. On a commencé à travailler sur un projet au Maroc. Et puis les autorités marocaines n'ont pas totalement respecté leurs engagements. Et puis en même temps, on s'est dit, la revanche, c'est pas notre truc. Copier ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas notre truc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et donc on est au début des années 2000, et on s'est dit, en fait, les goûts des gens sont en train de changer. Ce qui avait fait la force du club et des tours opérateurs comme Nouvelles Frontières et d'autres, c'était ce que vous avez dit, ce que c'est dit ici. Bon, les gens bookaient très longtemps à l'avance. En janvier-février, pratiquement, on bookait ses vacances. On partait 3 semaines. Le mari, la femme, les enfants, et on allait s'installer sur des plages autour de la Méditerranée ou dans la mer des Caraïbes ou dans la mer de Chine. Les choses s'accélèrent, les choses évoluent, plus personne ne décide au mois de janvier, pratiquement plus personne ne part 3 semaines. Si on part 3 semaines, on sait qu'on a une chance sur 2 de se faire virer quand on revient, donc on prend des vacances beaucoup plus courtes, et donc on s'est dit qu'est-ce qui peut convenir à ces vacances plus courtes. Et assez rapidement, on a pensé que le vrai territoire sur lequel il y avait quelque chose à faire, c'était plus celui des plages, c'était celui des villes. Avec l'idée, c'est que le tourisme du XXe siècle, c'était celui des plages, celui du XXIe siècle, pour nous, c'est celui de la ville. Alors quand dans certains cas, il y a et la ville et la plage, Monsieur Augier, vous êtes le roi du pétrole. Et pareil pour la Baule et pour quelques villes dont on a parlé comme Cannes. On croit vraiment qu'il se passe des choses formidables dans les villes. On croit que c'est quelque chose dans lequel on peut se décider lundi, mardi de partir avec la femme qu'on aime, les enfants, aller visiter une expo, voir un match de foot, écouter un concert, ou simplement se reposer à visiter une ville. Je pense que les maires des villes ont fait un travail formidable. Je ne vais pas faire des violons, mais ce qui est fait, encore une fois, sur les villes qui sont représentées ici, ce que Juppé a fait à Bordeaux, ce que Martine Aubry fait à Lille, ce qu'un certain nombre de Moudinque fait à Toulouse, c'est assez formidable. Et c'est au-delà des clivages politiques. C'est des gens qui sont passionnés par leur ville, comme vous l'êtes, qui font renaître leur ville, qui la font redécouvrir. C'est le pari aussi de Nice, de Nantes et d'un certain nombre de villes. Et on s'est dit, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les villes. Et en gros, si je caricature, au début des années 2000, il y a 2 offres des palaces formidables. On a eu la chance d'être invité hier soir dans un magnifique palace, mais inabordable pour la majorité des consommateurs, et des hôtels de chaîne un peu incolore, inodore et sans saveur. Avant, j'en faisais des tonnes sur Accor, mais comme maintenant Accor est un actionnaire du Mama Shelter, j'ai plus le droit d'en dire du mal, donc ce sont des gens formidables qui ont tout inventé. Non, donc on s'est dit, essayons de faire autre chose. Essayons de casser les codes. Essayons de nous mettre dans des villes, dans des endroits un peu atypiques. Et à une époque où Accor avait dit, ou vous êtes hôtelier ou vous êtes restaurateur, nous on s'est dit, on veut faire les deux. On veut à la fois que le Mama soit un lieu de vie pour les habitants de la ville et en même temps un lieu de découverte pour des touristes et des hommes et des femmes d'affaires. Et donc on a dit, imaginons un truc, Mama Shelter, shelter, cette notion d'abri, un lieu qui vous protège des agressions du monde dans lequel on est. Et la Mama, c'est notre maman, c'est la femme qu'on aime le plus au monde, c'est celle qui nous sert à manger même quand on n'a pas faim, c'est celle qui nous remonte les bretelles quand on a un peu la grosse tête. Et on s'est dit, Mama Shelter, voilà. Alors quand on a présenté ça à des banquiers, ils nous ont dit qu'un nom pareil, ça ne marcherait jamais, que c'était impossible. Aujourd'hui, on a une notoriété qui dépasse et de loin la réalité de notre petite entreprise. Et donc, on s'est dit, voilà, on part de la chambre et du bar. On part de la chambre, on part de l'oreiller, on dépoussière la chambre, on enlève
Tout ce qui coûte cher, qui rapporte peu et qui, à notre avis, ne procède pas de la satisfaction des clients. On a commencé par enlever le room service, qui est un truc formidable si on est dans un palace, médiocre quand on est dans un hôtel un peu classique. Les œufs arrivent froids, quand les œufs arrivent, il manque le sel, quand le sel arrive, le poivre a disparu, les toasts sont incolores, inodores et sans saveur. On s'est dit, on ne saura pas faire, on ne peut pas faire. Faisons une petite chambre, 18, 20, 22 mètres. Mettons l'argent là où on pense que c'est le plus important pour le consommateur. La qualité du matelas, la qualité des draps. On a pris ce qu'il y avait de mieux, ce que le Four Seasons utilise dans ses palaces, ce que le Plaza Athénée utilise dans certaines de ses chambres, et on a mis l'argent là-dessus. On a travaillé avec les ingénieurs d'Apple pour mettre dans les chambres des iMac qui permettent à la fois de regarder des films, d'avoir l'ordinateur, de se prendre en photo, d'envoyer sa photo à la chambre d'à côté, enfin on ne se refait pas, et donc de faire un lieu de convivialité, de faire une chambre simple, avec l'idée qu'on irait simplement pour y dormir ou pour y faire l'amour, et que le reste du temps, on descend au bar, on descend au restaurant, et si vous êtes seul, plutôt que vous prendre, encore une fois, un room service un peu tristounet devant un programme télé un peu incolore et inodore et sans saveur, on vous installe au bar, et puis il y a une chance sur deux pour qu'à côté de vous, on puisse discuter, que le barman vienne échanger un petit peu avec vous, que les gens de la ville soient là. Et voilà, et c'est sur cette idée-là qu'on est parti. Avec l'idée, une fois qu'on a l'idée, il faut la réaliser. Il faut donc d'abord trouver un site. On a cherché à Paris, ville avec un certain nombre de défauts, je le reconnais bien volontiers, mais sur laquelle on a nos bases. On a cherché des quartiers un peu atypiques. On a trouvé un endroit dans le 20e arrondissement, paumé, au milieu de nulle part, dans lequel il n'y a jamais un touriste n'y avait mis les pieds. Et on s'est dit, c'est là qu'on va faire le premier Mama Shelter. Et après, il y avait la question du financement. Et moi, j'ai dit à mes petits camarades, vous inquiétez pas, moi, les banquiers m'ont toujours dit, s'il y a besoin d'argent, ils étaient là pour m'en prêter. Donc, je suis allé voir les premiers banquiers avec lesquels j'avais fait ma vie du club, qui, bien évidemment, ou m'ont pas reçu, ou m'ont fait comprendre que les prêts qu'ils étaient prêts à accorder à Serge Trigano, c'était Serge Trigano, président du club, et bien évidemment, pas Serge Trigano, clochard et en charge d'un projet hôtelier complètement délirant et farfelu. Donc, je me suis fait jeter. J'ai calculé l'autre jour, je suis en train de réécrire mes mémoires, je me suis fait jeter de 80 établissements financiers, banquiers, groupes hôteliers, qui tous m'ont dit, 20e arrondissement, jamais. Ou vous faites un hôtel ou vous faites un restaurant. Et M. Trigano vous conseille, reprenez un paréo et allez faire un village de vacances autour de la Méditerranée. On a décidé de se battre. J'ai vendu l'appartement que j'avais acheté grâce au club. J'ai mis tout le fric que j'avais gagné dans ma ancienne vie. Et puis à la fin, quand on a une passion, une envie, elle finit par se réaliser. On a trouvé une banque, la Caisse d'épargne, qui a dit écoutez, on va regarder, on va essayer de vous financer. On ne pourra pas vous financer un hôtel et mettre les 30 millions d'euros que coûtait le Mama, mais on va en faire une résidence de tourisme. Ceux d'entre vous qui êtes dans le métier, vous savez qu'il y a un certain nombre d'avantages fiscaux et qu'en fait, le Mama Shelter de Paris les chambres appartiennent à 172 investisseurs qui chacun se sont engagés à acheter cette chambre, à nous la louer pour une durée de 20 ans. Nous, on leur sert un retour sur investissement. Il y a un certain nombre d'avantages fiscaux. Et c'est comme ça qu'on a pu monter les 4 premiers Mama Shelter en France. C'est géré comme un hôtel, mais c'est une résidence de tourisme. Et puis, j'ai eu la chance de m'entourer de grands talents. Philippe Stark, un espèce de génie incroyable, avec qui on a dessiné le premier Mama, à qui on a dit ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, et qu'il a dessiné avec son talent, avec une contrainte qu'on a donnée à Philippe, qui est de dire, Philippe, voilà, on veut faire un modèle qui ne coûte pas très cher, on veut vendre les premières chambres à 79 €, donc oublie l'émir du Qatar et le sultan de Brunei pour qui tu as fait les dernières réalisations et qui ne savent pas si leur appartement ou leur maison à New York leur a coûté 100 ou 200 millions de dollars, il faut rester dans le budget. Et donc Philippe a dit, ok, je reste dans le budget. De temps en temps, ça donnait lieu à des séances un peu difficiles, surtout sur la fin où il n'y avait plus un rond. Et j'ai repris souvent l'exemple de la lampe de chevet. Philippe trouve une lampe de chevet, on vient chez moi, on me dit voilà, il a trouvé une lampe de chevet, elle est magnifique, bon, c'était à 200 ou 250 €. On ne pouvait pas se la permettre, donc on va chez Philippe, qui était place de la République, on avait des bureaux dans le Marais, et on dit Philippe, on ne peut pas se la payer. Et là, Philippe, un peu excédé, me dit j'en ai marre de travailler pour les pauvres, vous me faites chier, tirez-vous, c'est fini, oubliez-moi, le Mama Shelter sans moi. Je pars désespéré avec mes petits camarades. Hein. Et en arrivant au bureau, Philippe nous fait signe, nous dit allez, revenez, j'ai trouvé une solution. Et Philippe avait envoyé un de ses collaborateurs chez Conforama acheter une lampe de chantier sur lequel il avait mis un masque d'Astérix et ça faisait la lampe de nuit, la lampe de chevet du Mama Shelter.
idée de génie. On voit rien, hein, ça sert à rien, impossible de lire avec cette lampe de 1, mais ça a fait le buzz, ça a fait tous les articles de tous les, les magazines de mode, de design dans le monde entier, et ça a procédé du buzz. Et en fait, le MAMA a ouvert, il a ouvert il y a 9 ans exactement, à l'occasion du salon Maison et Objets. On était assez sceptiques, d'autant plus que le dernier consultant que la banque avait utilisé pour valider le business plan était venu me voir quelques mois avant en disant « Monsieur Trigano, voilà, je remets demain mon audit à la banque. Malheureusement, c'est pas bon. Je pense que votre hôtel ne marchera pas. L'hôtel, il y a peut-être une chance de faire 40 à 50% d'occupation, mais un restaurant dans le 20e arrondissement, au mieux du mieux, vous ferez 40 couverts les week-ends. » Et j'ai gardé ce document. Je tairai bien sûr le nom de ce consultant brillantissime. Et on fait entre 500 et 800 couverts par jour, du dimanche au dimanche, tous les jours de la semaine et tous les jours que Dieu veut. Donc de temps en temps, les consultants se trompent. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui se trompent. C'est ce mélange qui fait la beauté du système. On l'a fait. Ça aurait pu être un échec. Il y avait 9 chances sur 10 pour que ce soit un échec. Ça a marché parce que c'est un lieu simple, c'est un lieu qui n'est pas clivant. À une époque où on a tendance à mettre les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les blacks ici, les fudge ici, et ainsi de suite, nous on dit on va mélanger tout ça. Vous n'avez pas beaucoup de fric, vous pouvez venir, et si vous bouquez votre chambre longtemps à l'avance, vous allez la payer 69 ou 79 euros. Si vous venez avec votre petite amie, vous avez envie de la séduire, vous lui dites que vous allez dans l'hôtel de Stark à Paris et vous allez vous arrêter à la pizzeria, vous allez payer 12 euros la pizza et 3 euros un café, et vous serez dans un des lieux de la vie parisienne. Et en même temps, si vous arrivez avec votre Porsche Cayenne et que vous laissez la voiture au voiturier, eh bien, vous pourrez prendre une très bonne viande, une très bonne bouteille de vin et faire un repas à 80 ou 100 euros. Et à mon avis, c'est ce mélange. On est jeune, on est moins jeune. Moi, je peux aller avec mes petits-enfants, je ne suis pas ridicule. Les petits jeunes de 18-20 ans s'y amusent. Les entreprises, ils font des séminaires, pour reprendre un des points des discussions d'aujourd'hui, parce que c'est des lieux de vie. C'est des lieux qui vivent, dans lesquels il y a d'énergie. Alors, c'est l'opposé de ce que je vis ici. C'est-à-dire que le restaurant du Mama Shelter, je pense qu'on en met 4 ou 5 dans le restaurant de l'hôtel Barrière, en haut, en large et ainsi de suite. L'idée de Stark, c'est plus c'est petit, mieux c'est. L'idée de Philippe, et il avait raison, donc pour ceux d'entre vous qui connaissent le Mama, le plafond est assez bas, les chambres sont petites, et les salles de séminaire qu'il a conçues, et là, ça a été un combat avec Stark, parce que Stark ne voulait pas recevoir d'entreprise. Stark avait le sentiment que les entreprises allaient casser l'ambiance du Mama, sur quoi il avait en partie raison. Et on a essayé de le convaincre. Et à la fin, il a accepté de prendre le risque en lui expliquant que si on n'a pas d'entreprise, eh ben, du lundi au jeudi, certains de nos hôtels seraient vides et que ce serait une catastrophe. Et donc, mais il a fait des ateliers assez différents. On a imaginé des pauses un peu différentes. Et on est devenu maintenant à Lyon, à Bordeaux et dans certaines villes, un des lieux de référence pour des séminaires. Voilà. Et donc, ça avait toutes les chances de rater. Ça a marché parce que le casting, parce que moi, je connais mes faiblesses. J'ai su m'entourer de gens très complémentaires, à commencer par mes fils, qui représentent la modernité. Comme moi, en termes de musique, je suis arrêté à Julio Iglesias et Charles Aznavour, ce qui est formidable, mais pour attirer les jeunes générations, ce n'est pas exactement ce qu'il faut. En termes de technologie, j'ai un peu de mal à envoyer des mails. Eux sont tout à fait au fait de ce qui a été présenté ici. Et donc voilà, le Mama, c'est ce mélange à la fois d'un peu de sagesse, de quelques-unes des valeurs qui ont fait le succès du club, basé sur la gentillesse, sur la convivialité, sur la rencontre, sur le fait que, quelle que soit votre couleur de peau, votre revenu, votre statut, vous êtes bien reçus. Nos filles à la réception, elles ne savent pas faire la différence entre quels que soient les clients et leur statut. Voilà. Et donc, la bonne table, elle est donnée à ceux qui arrivent les premiers. Il n'y a pas de table réservée pour les beautiful people, et ainsi de suite. Et c'est sûrement ce mélange, ce côté non clivant du Mama qui a fait le succès. Donc le premier a marché. On m'a dit c'est un miracle, il ne faut pas en tenter un deuxième. C'est dans les gènes de la famille que d'essayer de continuer. Donc on en a fait un deuxième à Marseille, puis on a fait Bordeaux, on en a fait d'autres à Lyon, à Rio de Janeiro, à Los Angeles, où là aussi on avait un peu peur, on est loin de nos bases. Ma chance, c'est qu'un de mes fils vit à Los Angeles. Alors, on a fait un concept pour les Américains, c'est-à-dire que la table est américaine. Il y a très peu de références à la cuisine française. Les quelques restaurateurs français qui ont essayé de faire la cuisine française sont très peu nombreux à avoir réussi. Et si le Mama de Los Angeles fait 95% d'occupation et tous les jours entre 15 et 35 000 $ de chiffre d'affaires sur le F&B, c'est parce qu'on leur offre une cuisine américaine. Et on est devenu d'ailleurs plus une chaîne de restaurants qu'une chaîne d'hôtels. On fait 50%
60% du chiffre d'affaires sur le restaurant et 45% sur la partie hôtelière. Donc c'est vraiment aujourd'hui la restauration qui est devenue importante. Alors vous le savez mieux que moi, les marges sont moins importantes que dans la partie hôtelière, mais comme en même temps on utilise des mètres carrés qu'un hôtel n'utilise pas, il n'y a pas de lobby au Mama, dès que vous rentrez, vous êtes dans le restaurant. En termes de revenus au mètre carré, c'est plutôt bon et nos nouveaux meilleurs amis d'accord trouvent qu'on est plutôt des gens pas trop mauvais. Voilà, donc on est en train de développer ce concept. On garde la tête froide. Les mêmes journalistes qui nous tapaient dessus il y a 15 ou 20 ans trouvent qu'on est des gens formidables. Ça fait partie de la vie dans laquelle on est les uns et les autres. On sait que demain, ça peut rechanger. Donc, on essaye d'éviter les bêtises. L'enjeu pour nous aujourd'hui, en fait, paradoxalement, c'est plus de dire non à des villes ou à des investisseurs que d'accepter des projets comme on aurait pu les accepter il y a quelques années. On nous a présenté aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient avoir des Mama Shelter, et tant mieux. S'ils n'ont pas des Mama Shelter, ils en prennent des copies. Il y a des Allemands qui en font une copie. Toutes les grandes chaînes hôtelières font maintenant ce qu'ils appellent des lifestyle hotels. Même les hôtels de Donald Trump veulent faire des lifestyle hotels. J'ai hâte de voir un lifestyle hotel made by Donald Trump. Je n'ose pas imaginer ce que ça va donner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est assez galvaudé. Voilà. Sachant qu'en fait, tous ces gens qui nous copient dans le design, et n'ont pas compris que ce qui faisait la force du Mama, comme la force du club, c'est l'intangible. C'est la qualité des hommes et des femmes, c'est les attitudes, c'est la gentillesse, c'est ça qui fait la différence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur une des foires dont j'ai envie d'aller visiter, je crois que c'est Béret. Voilà, c'est une vraie aventure, c'est quelque chose de vrai. Voilà. Et le Mama, c'est un truc de vrai, avec nos forces, nos faiblesses, nos erreurs, nos maladresses, mais l'envie d'imaginer. Et on a aujourd'hui une dizaine de Mama Shelter en construction. Le prochain ouvre à Belgrade dans quelques semaines, puis à Prague pour Pâques prochain. Puis après, on ouvre à Toulouse à la fin de l'année prochaine. On va ouvrir ensuite à Lille. On en fait un deuxième à Paris, porte de Versailles. On a signé un Mama à Dubaï. On en fait un à Bangkok. On en fait un à Lisbonne. On en fait un au Luxembourg. On discute pour en faire un à Rome et à Francfort et quelques autres en discussion, toujours sur le même modèle. Moi, un de mes modèles à côté de mon père, c'est les équipes de Zara. Je trouve que les gens de Zara sont des génies. Ils ont lancé un concept et ils sont restés dans leur concept de produits abordables, de choses simples. Voilà, le Mama, c'est des chambres à 69, 79 euros. C'est des quartiers populaires. Alors, plus ou moins populaires et plus ou moins différents selon les villes, mais on reste consistant. On nous a proposé il y a quelques semaines de faire un Mama Shelter aux Champs-Élysées. Il y a 10 ans, j'aurais sauté au plafond pour faire un Mama Shelter aux Champs-Élysées. Aujourd'hui, on a dit non. On a dit non, c'est pas dans nos gènes. Les Champs-Élysées, c'est très bien, mais c'est pas pour le Mama. D'abord, il faudra vendre des chambres beaucoup plus chères que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on va perdre la consistance du concept. Nos clients vont se perdre. Et puis on préfère des aventures un peu atypiques, comme celle de la rue de Bagnolet. Voilà en quelques mots l'histoire du Mama, une tribu, un groupe d'hommes et de femmes de talent. Encore une fois, on a eu la chance de travailler avec Stark, on a eu la chance de travailler avec les ingénieurs d'Apple. Alain Sanderins, le regretté, qui a été notre conseiller en restauration et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, remplacé aujourd'hui par Guy Savoie, considéré comme un des meilleurs restaurateurs du monde. Et notre idée, c'est toujours la même. On prend des gens qui font des produits un peu élitistes. Un dîner chez Guy Savoie, c'est entre 250 et 300 euros. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de ce qu'il sait faire pour l'accommoder à la sauce du Mama Shelter en le rendant abordable. Le Mama Shelter, c'est un produit un peu design, un peu chic, mais surtout populaire et abordable. Et c'est là-dedans qu'on arrive à faire notre différence, avec cette envie, encore une fois, de nous développer, à la fois sur les segments de clientèle touristique, hommes d'affaires, et puis séminaires d'entreprise. Voilà en quelques mots l'aventure du Mama, et je vous remercie de m'avoir écouté. On peut rester là.